Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des déficits du complément. Il y a deux types de déficits, acquis et héréditaires, et qui dit déficit dit soit consommation excessive, soit production insuffisante. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les déficits acquis sont plus fréquents que les déficits primitifs, c'est pour ça qu'on va commencer par cela. Ils sont majoritairement associés à des pathologies caractérisées par une consommation exagérée. Donc, généralement, c'est une consommation exagérée dans les déficits acquis. Donc, soit par activation, soit par déficit. Et on va voir un peu plus tard comment est-ce que c'est. Alors, on va remarquer qu'il y a cette maladie qui s'appelle le lupus érythématodisséminé. C'est des anticorps dirigés contre des composants cellulaires communs formant des complexes humains qui vont activer le complément de façon massive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les complexes humains, on sait qu'ils vont intervenir dans la clairance, et cette clairance, le complément désolé, il va intervenir dans la clairance des complexes humains, et vu qu'il y en aura un tas de complexes humains, et ben il va y avoir un déficit massif ou une consommation massive du complément. On va remarquer notamment la cirrhose du foie. Donc la cirrhose du foie, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais vous montrer une photo. Alors ça c'est une photo de foie normal, de foie physiologique. Regardez comment est-ce qu'il est lisse, comment est-ce qu'il est rose, comment est-ce qu'il est lobé. Et ici, on va voir un foie qui est cirrhotique. Regardez comment est-ce qu'il est bosselé, il est granulé. Ça, c'est un foie qui est sujet à une inflammation chronique. Hmm. Alors ça, c'était la cirrhose. On va maintenant voir les déficits héréditaires. Alors pour les déficits héréditaires, je vous demande de vous concentrer parce que ce n'est pas difficile, mais c'est tellement facile que vous pouvez maintenant tous les retenir rapidement. Alors on va remarquer que tous les composants du complément peuvent être déficitaires sauf le facteur B. Désolé, le facteur B de la voie alterne. Celui-là, il ne peut pas être déficitaire. Alors les déficits en protéines de la voie classique, on a le C1, le C2, le C3, le C1, le C4 ou le C2, ils sont généralement dus à des phénomènes auto-immuns. Ah. Et le déficit en protéines C3 ou protéines de la voie alterne, et bien ceux-là, ils sont dus à des épisodes infectieux, donc à des bactéries, des germes récurrents, ça veut dire plusieurs épisodes infectieux, des épisodes apiogènes. Pyogènes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont engendrer des fièvres. Alors on va remarquer que pour la voie classique, c'est des phénomènes auto-immuns, tous les attaques du corps contre lui-même, et les déficits de la voie alterne, c'est les infections. Très bien. Alors les déficits du complexe d'attaque membranaire, donc du C5 au C8 jusqu'au C9, du C5 au C8, eh ben, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il y aura une susceptibilité à des infections à un germe qui s'appelle le Neisseria. Le Neisseria, aussi bien méningitis que gonorrhéae, mais Neisseria toujours. Les déficits en C9 sont asymptomatiques et les déficits en MBL, donc la voie des lectines, est le déficit le plus fréquent. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir ici? On va retenir que les déficits en C9, qui est la dernière protéine du complément de la voie commune, sont asymptomatiques. Alors que les déficits en MBL, qui est la voie des lectines, sont les déficits les plus fréquents de tous les déficits. Ce déficit de la voie des MBL va être associé à une susceptibilité accrue aux infections récurrentes du tractus respiratoire supérieur chez le jeune enfant âgé de 6 à 18 mois. Donc, des infections récurrentes, ça veut dire que c'est des infections à répétition. Et du tractus respiratoire supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tractus respiratoire supérieur qui est entre le larynx et le nez ou la bouche, et bien celui-là, il va être susceptible à plusieurs infections, comme des infections du larynx avec une laryngite, ou une infection du pharynx avec une pharyngite, ou une infection du nez avec une nasorhinopharyngite. Alors, tout ça peut causer une infection par rapport à un déficit en MBL. Cette susceptibilité aux infections, donc cette chance aux infections, n'est toutefois pas rencontrée chez l'enfant plus âgé ou adulte. Le déficit en protéines de régulation, lui aussi, il est noté. Et ce qu'on va remarquer, c'est que le déficit peut concerner soit le C1 inhibiteur, soit le facteur H, soit le CD55 et le CD59 qu'on va voir un par un. Alors le déficit en C1 inhibiteur va causer quelque chose qu'on appelle l'angioëdème. Et voici l'angioëdème. Ça veut dire que le C1 il n'a pas d'inhibiteur, ça veut dire que le C1 inhibiteur, il va laisser libre cours au C1, et le C1, lorsqu'il va être infecté plusieurs fois, et ben qu'est-ce qui va se passer? Et lorsqu'il va initier plusieurs cascades, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il va faire en sorte qu'il y aura un œdème qui va se constituer par l'action des anaphylatoxines avec la perméabilité. Et il va donner cet angioëdème caractéristique qui est facial.
Cet angioédème peut être notamment mortel, hein, c'est parce qu'il pourrait qu'il soit laryngé. Et lorsqu'il sera laryngé, la personne ne pourra plus respirer. Le déficit en facteurs H et I sont fortement associés à un syndrome hémolytique et urémique atypique, et ça il faudra retenir bêtement, car le syndrome hémolytique et urémique il est lié à d'autres choses, à de la bactério, et vu que vous n'avez pas encore fait la bactério, il est préférable de le retenir bêtement. Les déficits en CD55 et CD59, ça veut dire le CD55 qui est sur la membrane des globules rouges et qui va dissocier la C3 convertase alternée classique, la CD59 qui va empêcher la formation de... attendez, j'ai oublié ce qu'il fait déjà. C'est soit la formation, soit la fixation. CD59, c'est la protectine. Ah, il inhibe la formation, exactement. La formation et la polymérisation. Attendez, où est-ce que c'est? Ça là. Alors il va inhiber la formation ou la polymérisation du MAC, se manifeste par une hémolyse. Pourquoi? Parce que le CD55 étant sur la membrane du globule rouge, eh ben, lorsqu'il ne va pas être présent, eh ben, les complexes humains vont former des CD55 et vont laisser sortir de l'hémoglobine du globule rouge qui va former une hémolyse intravasculaire et une thrombose qui sera appelée hémoglobinurie paroxystique nocturne. Nocturne, pourquoi? Je ne sais pas, par rapport à l'immunodépression de la nuit. Les globules rouges déficients en CD55 et principalement en CD59 sont susceptibles à la lyse caractérisée par le complément. Maintenant, on va voir les explorations du système du complément. Ce qui est important à retenir, c'est ces deux-là, ces trois-là. Ils sont juste ici pour la culture. Alors, ces deux-là sont des dosages antigéniques de C3 et C4. Et ici, il y a une activité hémolytique C50. Alors pour expliquer tout ça, on va voir cette vidéo rapidement. Alors qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? C'est que le globule rouge, ici représenté, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des anticorps. Ceci est un globule rouge de mouton. Et ceci sont des anticorps de lapin. Et ici c'est le sérum du patient, avec le complexe de la voie classique du complément. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va former à la fin le MAC. Le MAC va faire qu'il y aura des globules rouges qui vont sortir. Et c'est ainsi qu'il y aura une hémolyse du globule rouge. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer que ça c'est le C5, ça c'est le degré de sérum, ça c'est le degré de dilution du sérum du patient. Et le degré de dilution du sérum du patient, plus la concentration est élevée, et plus la dilution va être importante. Alors, ici par exemple, on va remarquer que le C50, qui est le degré de dilution pour dissoudre 50% des globules rouges, il est ici. Il est ici à peu près à 50% de dilution. Mais si on prend par exemple une personne qui a un sérum qui est moins concentré, eh ben on va le diluer moins pour avoir la même dose. Par exemple ici, attendez, ici voilà. Regardez ici par exemple, on a deux patients. Le premier, on a dû diluer 50 fois pour pouvoir avoir une lisse de 50%. Ça veut dire que ce sérum là, il est très concentré. C'est parce que il nous a fallu le diluer 50 fois pour avoir la lisse 50. Alors que celui-là, le deuxième patient qui est en rouge, eh ben on a dû le diluer que 25 fois. Et une dilution de 25 fois, ça veut dire que le sérum du patient, il n'est pas assez concentré en composant du complément pour qu'on puisse dire qu'il y a beaucoup de composants du complément dans ce sérum. Donc rapidement, plus on dilue, plus le point initial il était concentré, et plus le C50 il est augmenté, ça c'est le C50 ici, c'est le degré de dilution, plus le C50 il est augmenté, plus ça nous dira que le sérum du patient est concentré en composant du complément. Ceci va expliquer comment est-ce que ceci va se dérouler. Et ici on va voir trois particularités de comment est-ce qu'on va voir. Ici c'est l'AP50, donc CH50 c'est pour la classique et AP50 c'est pour l'alternative. Mais vous pouvez lire, c'est important pour votre culture, mais pas pour l'explication maintenant. Alors ici qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer ici un schéma décisionnel. On va commencer de gauche à droite parce que c'est facile. Alors on va remarquer qu'on va doser trois composants, la CH50, la C3 et la C4. La CH50 en laboratoire, la C3 et C4 en laboratoire, mais pas en expérimentaux. Alors, la CH50 elle va être normale, la C3C elle va être normale et la C4 elle est normale. On arrête les investigations, tout va bien. Si tout est augmenté, c'est logique, parce que le C50 il va refléter tous les composants du complément, le C3 et le C4 sont augmentés, ils font partie des composants du complément, c'est un syndrome inflammatoire simple, arrêt des investigations.
Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le C50 qui est normal et le C4 qui est diminué. Donc C4 diminué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le C4 il est en train d'être consommé ou il n'est pas en train d'être sécrété. Ici, on va prendre le cas où il est consommé. Alors on va explorer le C1 inhibiteur estérase. On va voir si le C1 il est fonctionnel et s'il est fonctionnel, est-ce qu'il est en train d'être utilisé? On va le doser si on le trouve qu'il est diminué. C'est-à-dire que le C1 il est en train d'être activé, hein, et ou sinon le C1 il est en train d'être inhibé, et que le C4 il est en train d'être activé par une autre voie, donc on a un angioœdème. Ça c'est ici, c'est la sporadique. Sinon, s'il est normal, ça veut dire qu'il y a un problème fonctionnel. On va doser, et il n'est pas fonctionnel, et ben c'est un angioœdème. On va rechercher notamment des anticorps inhibiteurs contre la C1 inhibitrice. Et si on les retrouve, c'est un angioœdème qui est acquis. Pour la cryoglobuline, c'est quelque chose dont nous ne sommes pas concernés. Et pour la C4 hémolytique, c'est un peu compliqué, mais si les C4 ont des récepteurs sur des globules rouges ou sur des macrophages pour être tués, est-ce que c'est une maladie auto-immune? On verra vers un autre algorithme. Alors le dernier cas, c'est lorsque le C50 il est diminué. C50 diminué, ça veut dire tous les compléments de la voie classique et de la voie commune qui sont diminués. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va le C3 et le C4 qui sont diminués. Une activation de la voie classique seulement. Il se pourrait qu'on suive le CH50 et qui va augmenter tout avec ces deux composants-là. Si on a une diminution de la C3 seulement, avec une C4 normale, il se pourrait que ce soit une C3, une activation de la voie alterne, parce que le C3 n'est pas concerné par la voie que le C4 n'est pas concerné par la voie alterne. Sinon, ça sera un déficit isolé en CH, en facteur H et en facteur I, qui est le syndrome urémique hémolytique qui est à retenir bêtement. Et dans ce cas-là, on va retrouver un CH50 qui est effondré. Si le C50 il est effondré et que le C4 et le C3 sont normaux, eh bien, il faudra aller voir les autres composants du complément et faire un dosage spécifique du C1, C2, C5, C6, C7, C8 et C9. Et dans ce cas-là, si on retrouve qu'il y a un déficit en une bonne partie de ces compléments, c'est qu'on aura un C50 effondré. Ceci était la dernière partie du complément, on va passer par la suite pour voir les QCM.